Bonjour, bienvenue sur le plateau de Prisme le Mag. Nous sommes ensemble pour les 30 prochaines minutes avec au programme la découverte et le décryptage de 6 reportages. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'hybridation culturelle franco-hispanique. Et pour notre premier reportage, nous retrouverons Louise qui nous parlera d'architecture. Comment une ville avec un passé historique aussi lourd que celui de Paris ou de Séville accueille des structures modernes telles que le Métropole Parasol ou le Centre Pompidou. C'est la question à laquelle Joseph et Louise vont répondu dans leur reportage. Au cœur de Séville et de son architecture vieille de quelques centaines d'années, inspirée des cultures chrétiennes et musulmanes, se dresse le Métropole Parasol. Structure de bois de 150 mètres sur 75, d'une hauteur de 28 mètres, soutenue par 6 piliers. Le parasol recouvre la place de l'Incarnation depuis plus de 10 ans. Seule création moderne de ce côté de la rive, la structure attire et fait réagir bon nombre de visiteurs. Évidemment, certains vont l'aimer et d'autres pas. L'un des avantages serait que ça attire des gens. Le tourisme est toujours un bon moyen de booster une économie. Par contre, ça peut ne pas paraître à sa place, surtout dans une ville aussi touristique où il n'y a pas beaucoup de nouveaux bâtiments. Si ça attire des gens et rapporte de l'argent à la ville, je pense que c'est une bonne chose. Avec ses troncs proéminents et son panorama supérieur, le parasol, qui constitue un point de repère et un trait d'union entre la ville médiévale et la ville contemporaine de Séville, est une source d'inspiration des étudiants de l'Université des Beaux-Arts située juste en face. À mon avis, avoir cela dans une ville aussi classique avec une architecture aussi conservatrice que Séville, c'est révolutionnaire et innovant. Il est également vrai qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'apprécient pas le parasol et vont penser que ça ne correspond pas. Mais je trouve que ça rend bien. Je pense qu'il y a un beau contraste entre la rigidité verticale des immeubles et les courbes dynamiques du parasol. De retour en France, c'est au quartier Beaubourg et au centre Pompidou que l'on retrouve cette hybridation entre ancien et moderne. Cet imposant bâtiment a été dessiné en 1971 par Richard Rogers et Renzo Piano sur demande du président Georges Pompidou. Le centre, qui porte désormais son nom, a finalement été adopté par les Parisiens après le choc initial de sa découverte il y a plus de 40 ans. Et donc oui, les Parisiens l'ont adopté, les Parisiens viennent voir les expositions, viennent au cinéma, viennent faire un tour, tous les Parisiens connaissent le centre Pompidou, ou Beaubourg comme on dit. Mais il y a encore des gens qui sont choqués, pas que des personnes âgées, on a aussi pas mal de jeunes qui sont choqués quand ils voient pour la première fois le bâtiment, ils disent oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tous ces tuyaux, toutes ces barres de fer, comment c'est possible à cet endroit-là de mettre un bâtiment comme ça? C'est un choc presque voulu et assumé par les architectes. Ouvert en 1977, le centre n'est pas là pour être beau. Il est là pour faciliter l'accès à la culture et à la connaissance de manière efficace. Une adéquation entre la forme du bâtiment et sa fonction. Le but c'était qu'il change à chaque fois, pour chaque exposition, pour chaque concert, pour chaque spectacle, qu'il puisse changer, qu'il puisse évoluer au gré de ce que veulent faire les artistes. Et donc ça, de ce point de vue-là, il est parfaitement réussi et l'intégration dans la ville finalement se fait très bien. L'intégration du site parisien est tellement réussie dans la ville que de nombreux petits Pompidou ont vu le jour à travers le monde. De Metz à Malaga, en Andalousie, en passant par Shanghai et même bientôt à Jersey City, la vision du président Pompidou, passionné d'art contemporain, a pu réellement prendre vie. Et merci Louise d'être avec nous. Alors on a vu à l'instant que les structures modernes trouvent de plus en plus leur place dans nos espaces urbains, malgré la vie parfois défavorable des riverains, n'est-ce pas ? Et oui, effectivement, Alicia. Comme on l'a montré dans le reportage, l'architecture moderne, elle commence à se faire une place ici, en France. En particulier à Paris, où je me trouve aujourd'hui, on peut trouver le centre Pompidou, par exemple, qui a été dans notre reportage, mais aussi la Philharmonie, le musée du Quai Branly ou l'Institution du monde arabe, ou encore la fameuse pyramide du Louvre, qui a été installée en 1988 et qui a suscité de nombreuses réactions, et parfois très négatives. Ces bâtiments commencent à bien faire leur place ici, en France, parce que, par exemple, les Parisiens ont accepté cette nouvelle architecture moderne, ils l'aiment, ils en sont fiers, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Donc les Parisiens aujourd'hui sont attachés à tous ces bâtiments et ils ne verraient plus leur ville sans. Merci Louise. Alors maintenant, c'est l'emblème de l'Andalousie. Le flamenco, bien sûr, que Kimberley et Jeanne ont associé à la notion d'appropriation culturelle, notion très présente dans la musique pop, par exemple. Le concept d'appropriation culturelle est un phénomène mondial qui s'est développé dans les années 2000, notamment à travers la danse et l'industrie musicale.
Elvis Presley, Miley Cyrus ou encore Rosalia ont été accusés d'appropriation culturelle parmi tant d'autres artistes. Pour en savoir un peu plus sur ce phénomène, nous avons rencontré Caroline Bertron, professeure de sociologie à l'Université Paris 8. L'appropriation culturelle, c'est quand un groupe dominant socialement, selon différentes caractéristiques qui peuvent être le genre, la classe, la race, va emprunter des répertoires culturels ou des pratiques, des normes à des groupes qui sont dominés dans la structure sociale et en vue de se légitimer ou d'acquérir une forme de pouvoir ou de prestige. Il y a des exemples qui sont connus, qui ont été médiatisés. Donc c'est par exemple Madonna et le voguing ou Picasso avec les Demoiselles d'Avignon qui reprend des codes en fait, de l'art africain qui a été diffusé dans la période coloniale, mais du coup sans dire d'où viennent en fait les formes qu'il utilise dans son œuvre. Et c'est la manière dont des élites qui sont formées dans des écoles privées vont s'approprier en fait une diversité de formes culturelles et revendiquer un état d'esprit d'ouverture sur le monde, d'être des citoyens du monde, d'être particulièrement ouverts, dans un état d'esprit très ouvert sur tout ce qui existe, mais en fait de cette manière-là aussi s'approprier en fait des codes culturels. Pour avoir un exemple un peu plus d'actualité, destination l'Espagne, plus précisément en Andalousie, le berceau du flamenco. Ici, à Séville, le flamenco est un élément très important de la culture andalouse, mais parfois détaché de ses origines gitanes. Alors, appropriation culturelle ou conséquence d'une hybridation des cultures, nous avons discuté avec Aitana de los Reyes pour tenter de répondre à cette question. En Andalousie, le flamenco et le gitan font un. Évidemment, je me sens danseuse de flamenco et gitane. Le flamenco a été une forme de résistance que le peuple gitan a trouvée. C'est dans cet environnement raciste que le flamenco s'est créé. Il y a appropriation culturelle, premièrement parce que ces éléments ont historiquement été opprimés et persécutés. Deuxièmement parce qu'ils sont monétisés, qui ont été transformés en produits et ont été exploités, dépourvus de leur signification originale, qui est notre identité, la résistance. Troisièmement, parce que ça nous invisibilise. Entre le métissage culturel et l'appropriation culturelle, ce qui est très important, c'est l'idée de domination culturelle. Associer ces éléments au peuple gitan, dire que ça fait partie de la culture gitane, ça c'est de l'appréciation culturelle. Il n'y a pas réellement de gitan gitane dans un poste de pouvoir concernant le flamenco par exemple. Parce qu'il y a une forme de racisme qui s'appelle le racisme anti-gitan. Dans une ère post-coloniale et mondialiste, le mélange des cultures est inévitable, mais l'appropriation culturelle, elle, ne l'est pas. Alors bonjour Kimberley, avec Jeanne, vous avez travaillé sur cette notion d'appropriation culturelle qui, comme on l'a vu il y a quelques instants, est très présente dans notre société. Alors pourquoi ce choix ? Tout d'abord parce qu'avec Jeanne, il nous semblait important d'aborder la notion d'appropriation culturelle lorsqu'on aborde la question d'hybridation des cultures. Comme nous l'avons vu dans le reportage, c'est une notion qui est très présente dans le monde artistique, que ce soit à travers la danse ou la musique, dont le flamenco. Et comme nous l'ont appris Aitana de los Reyes et Caroline Bertron, la frontière entre appropriation culturelle et appréciation culturelle est très floue. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect de domination, de pouvoir et de monétisation quand on prête des éléments culturels d'une communauté marginalisée et discriminée comme la communauté gitane. Et surtout, il était important de rappeler que quand on prête ces éléments-là, il faut respecter la culture et rappeler ses origines. Merci Kimberley. Et à présent, il est temps de parler d'identité. Et quoi de mieux pour ce sujet que d'associer l'Andalousie à la Bretagne ? Alors tout de suite, c'est la Minute Kunyaman. Environ 5% de la population bretonne parle breton, soit 213 000 personnes. La langue est un facteur clé de l'identité régionale. À Quimper, la sauvegarde de la langue bretonne est perpétuée sous différentes formes. Par exemple, à France Bleu Brécizèle, certaines émissions sont diffusées intégralement en breton. Catel et Léo, journalistes, nous rappellent les enjeux auxquels se confronte la langue bretonne. La langue suit l'évolution générale de la société et on est obligé d'inventer des mots en breton parce que comment est-ce qu'on dit le taux d'incidence du Covid ? Ça, il y a 100 ans, on n'en parlait pas.
que ce soit à Pont-l'Abbé ou à Lannion, on n'en parlait pas. Souvent reprise comme un argument touristique, l'identité bretonne est parfois commerciale. À travers traditions et produits locaux, le centre-ville de Quimper fourmille de produits dits bretons. Cependant, qu'est-ce qu'une identité régionale ? En breton, Quimper veut dire confluence. Confluence des peuples autour d'un fleuve, l'Odé, et donc confluence des cultures, gaéliques et celtiques. Aujourd'hui, le sentiment d'identité bretonne diminue chez les jeunes. Manu Méhu, animateur radio chez France Bleu, nous donne sa définition de l'identité bretonne. La légitimité, elle va de soi. Il ne faut pas essayer de la rechercher pour faire comme on peut avoir en France, une histoire à Cocarde, une histoire à Hermine en Bretagne. C'est pas ce qu'il faut rechercher. Elle est importante, on doit la connaître. Et je crois que ce qu'il faut retenir en fait de l'histoire de la Bretagne, c'est qu'elle n'est pas enseignée. À 1200 km de Quimper se dresse Séville, une autre ville à la confluence de cultures. Conquise par les Arabes au 8e siècle, puis reconquise par les armées chrétiennes espagnoles au 13e siècle, l'Andalousie est une région hybridée culturellement. Contrairement à la Bretagne, l'identité andalouse est plus segmentée et caractérisée par les villes, comme nous l'apprend Julia Rosé, guide touristique. Ce n'est pas une compétition, mais chaque ville défend ses intérêts pour montrer laquelle d'entre elles est la plus andalouse. Mais il y a bien sûr une rivalité, une différence culturelle entre deux villes, Séville et Malaga. Malaga est une ville plus ouverte sur le monde méditerranéen, où de plus en plus d'initiatives d'art contemporain ont été développées au cours des 20 dernières années, en étant entre guillemets plus modernes. Séville est la capitale du patrimoine et la capitale officielle d'Andalousie. Il y a donc une rivalité économique entre les deux aussi. Il est très difficile d'entrer dans l'identité andalouse et d'y être adopté quand vous n'êtes pas andalou. Par exemple, et ayant vécu en Bretagne, je me suis sentie plus acceptée par les Bretons. En Andalousie, je me suis fait accepter car cela fait très longtemps que je suis ici et que j'y travaille, mais ça m'a pris plus de temps pour m'adapter. C'est là la différence. Cette ouverture d'esprit, certes, existe ici, mais ce n'est pas la même qu'en Bretagne. Un reportage signé Quentin Caïrou et Noé Liraud. Alors bonjour Noé, comme ça pendant ce tournage, tu as appris entre autres qu'on disait Kouign-Amann, c'est plutôt ça ? Et oui, pour la petite anecdote, lorsqu'on a interviewé une intervenante qui a malheureusement dû être coupée au montage, j'ai posé une question en tant que bon parisien sur le Kouign-Amann et je me suis fait bien corriger par l'intervenante. On a des fichiers vidéo, mais ça restera dans nos archives pour l'instant. Et donc oui, c'est un peu, finalement, c'est cette différence de langage même. On a des Bretons au sein de la rédaction et certains disent Kouign-Amann et ça fait pas consensus. Et c'est ce genre de petites différences entre comment on perçoit son identité, comment on perçoit son histoire, ses traditions, notamment dans les appellations, dans les recettes au niveau culinaire, qui nous ont poussé vers ce reportage et nous questionner sur finalement qu'est-ce qu'une identité régionale si on n'est pas capable de la définir en tant que personne qui vient de cette région et si on n'a pas tous les mêmes bases, les mêmes appellations. Et je pense que Manu, l'animateur radio de France Bleu, traduit parfaitement ça. Il dit à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on a cette identité, c'est qu'on appartient à cette culture. Et donc c'est sans doute ça qu'il faut retenir, c'est que finalement à partir du moment où on se demande est-ce que je suis breton, c'est sans doute qu'on l'est. Merci Noé pour cet instant aussi riche en beurre qu'en informations. On va rester sur le thème de la cuisine d'ailleurs, puisque je vous propose de faire une petite pause plus ou moins gastronomique avant de passer le flambeau à Quentin. On est de retour sur le plateau de Prisme le Mag. Je voulais remercier Alicia qui m'a laissé les clés du plateau. Et justement, c'est maintenant le reportage qu'elle a co-réalisé avec Sylvain que je vous propose de regarder ensemble. On se retrouve juste après pour en parler. En France,
L'art gothique est tout d'abord perçu comme un art barbare, médiéval, non raffiné. Pourtant, il a su s'imposer sur de nombreux édifices chrétiens entre le XIIe et le XVIe siècle, comme en Normandie par exemple. Au XIXe siècle, le néo-gothique réapparaît comme souvenir d'une puissance chrétienne passée, se voulant ainsi opposé au modernisme de l'industrialisation. Dans l'agglomération rouennaise, la filature Levavasseur, vestige de cette époque, illustre encore aujourd'hui l'évolution chronologique de ce mouvement mêlant culture anglo-saxonne et religion. À Bon-Secours, nous nous sommes entretenus avec Franck Adam, élu et animateur culturel indépendant. Donc la basilique de Bon-Secours a été construite entre 1840 et 1844. On est donc bien loin de la période gothique, puisque la période gothique, évidemment, c'est le Moyen-Âge, 12, 13, 14e jusqu'au 15e siècle. Et donc là, on est au 19e siècle. On s'inspire de l'art gothique. Contrairement au gothique, ce mouvement est avant tout international. La mode néo-gothique n'est pas née en France, bien que le gothique, lui, soit français. Au tout début du 19e siècle, en Angleterre, à Londres, et en Allemagne, à Cologne, on construit des édifices néo-gothiques. À la basilique de Bon-Secours, les caractéristiques typiquement néo-gothiques se retrouvent aussi bien à l'intérieur sur les peintures des colonnes que sur les croisées d'ogives structurant entièrement la bâtisse, directement inspirée de la cathédrale gothique de Rouen. Avec son dédale de rues pavées et de colombages, une simple balade dans la ville aux 100 clochers permet de suivre l'évolution néo-gothique au fil de l'influence anglo-saxonne. Si l'architecture française est connue pour abriter de nombreuses associations culturelles, il est clair qu'en Europe, elle n'est pas l'unique berceau de mixité artistique. En prenant le chemin de l'Andalousie, au milieu des ruelles colorées et des chants traditionnels, le palais de l'Alcazar ou la place d'Espagne illustrent encore aujourd'hui le passage de mouvements artistiques tels que le néo-moudérar. Pour en savoir davantage sur cette association entre l'art musulman et l'art chrétien au XIXe siècle, nous sommes allés à la rencontre d'Oscar, guide touristique officiel d'Andalousie pour l'organisation sévillane Engranajes Culturales. À Séville, nous avons beaucoup d'exemples d'architecture néo-moudéra qui consistent à réutiliser des matériaux caractéristiques du moudéra, tels que la céramique, le carrelage ou le bois. Aussi, cela apparaît juste au bon moment avec les révolutions industrielles, le professionnalisme et la croissance de l'architecture. Un nouveau courant architectural, le style néo-moderne, va apparaître. Ce nouveau courant va récupérer et rappeler des édifices et architectures contemporaines et modernes, comme au XIXe siècle, mais en évoquant le style architectural passé. À une époque où la modernité était le maître mot, l'art architectural néo-moudérar a su s'imposer à Séville dès l'exposition universelle de 1828. Les détails de l'art musulman, comme les arcs outrepassés ou les arabesques, se mêlent aux vestiges de l'ère chrétienne. Ainsi, le palais de l'Alcazar, lieu hors du temps de la capitale andalouse, démontre à travers l'enfilade de ses pièces, ses ornementations ou encore sa voûte dorée, le parfait métissage entre l'art musulman et l'art chrétien. Retour ici sur le plateau de Prisme le Mag. Merci Sylvain de nous rejoindre en duplex. Tu vas nous parler ici du reportage que tu as réalisé avec Alicia. Eh bien, le point commun qu'on peut noter, c'est surtout l'architecture. À Rouen, on la surnomme la ville aux 1000 clochers, ce qui n'est pas anecdotique. Quand on pense Normandie, on pense surtout aux plages du débarquement et non à l'architecture gothique qu'on peut trouver. Et à Séville, ce qui marque principalement, c'est aussi l'architecture qui mélange l'art musulman et l'art catholique, qui fait que cette ville reste la plus belle ville d'Espagne. Merci Sylvain pour tes réponses et pour ta participation à cette émission. Le prochain reportage que je m'apprête à lancer maintenant est celui de Jean-Christian et Clément. Ils ont tous les deux tourné en Andalousie et en région parisienne. Clément nous en parle un peu juste après. Séville, c'est sur cette terre andalouse que se mélangent différentes cultures, donnant vie à cette ville unique et riche en histoire. À travers les allées entourant la cathédrale, la Plaza de España ou encore les jardins Alcazar, Séville est imprégnée de plusieurs cultures hybrides, et ce dans différents domaines comme l'architecture, le flamenco, érigé en patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010, ou encore la corrida. Et pour diffuser ces cultures spécifiques issues d'un métissage, l'art a joué un rôle prépondérant. Dans les couloirs de la Plaza de Toros de la Maestranza se trouve le musée de la corrida, où l'on peut retrouver des œuvres retraçant l'histoire de cette tradition sévillane. On y découvre des siècles d'histoire à travers le talent de nombreux artistes espagnols comme Gutiérrez de la Vega, Eugenio Lucas ou encore José Elbo, mais aussi des artistes plus locaux comme Jean Cocteau. Margarita, guide pour le musée des arènes depuis plusieurs années, explique l'attrait de la corrida pour des artistes de pays méditerranéens.
Ils aiment le représenter car au final c'est un héritage qui est ancré en Espagne et en France. Les artistes expriment l'aspect romantique et plus que ça, ils aiment le représenter car c'est une culture qui a imprégné l'Espagne, le sud de la France et le Portugal. Cette union du sud de la France avec l'Espagne, c'est comme si les artistes recherchent une continuité, une union d'une certaine culture française et espagnole. Mais l'art a une dimension intemporelle et reflète toujours les sociétés et les époques. C'est le cas du pop art, né dans les années 60 de la fusion des cultures britanniques et américaines. Cette mouvance artistique, popularisée en Grande-Bretagne par Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi, puis démocratisée par Andy Warhol ou encore David Hockney, trouve son essence dans la représentation colorée et fantasque de son époque culturelle. Les pop artistes se sont alors emparés de ce mouvement pour diffuser leur culture, parfois héritée d'autres pays, pour en faire des phénomènes de société, devenus aujourd'hui la culture de masse. Ainsi, les représentations de Lara Croft ou encore des super-héros tels que Batman, Superman ou encore Wonder Woman sont connues de tous, peu importe le pays. À l'occasion d'une exposition de l'artiste islandais Hero, cofondateur du mouvement de la figuration narrative dans le pop art, Marie Laborde, directrice de la galerie Strouk à Paris, a tenu à en dire un peu plus sur le rôle du pop art dans la diffusion de cette culture. Finalement, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire, on veut s'amuser, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de couleurs. On est dans cette joie de vivre des années 60 qu'on imagine grâce à ces tableaux. C'est sexy, c'est glamour, il y a des voitures, il y a des femmes, il y a aussi des sujets un peu plus profonds, mais qui sont toujours associés à quelque chose de plus léger. En fait, ils neutralisent toujours le message, même quand il est lourd, par quelque chose de gai et de joyeux. Et c'est ça, à mon avis, l'ADN du pop art, c'est ça. Le pop art standardise les goûts et rend la culture américaine accessible au monde entier. Par extension, l'art de manière générale, peu importe son époque, diffuse des cultures spécifiques au monde entier et tend à influencer les populations. Mais à force de vouloir à tout prix diffuser leur propre culture hybride, les pays ne perdent-ils pas de leur singularité et leur appropriation de leur culture? La question reste ouverte. Et bien pour commencer, merci Clément, bienvenue sur ce plateau, merci d'être avec nous. On va donc échanger sur le reportage que tu as effectué avec Jean-Christian. Quel thème vous est venu en particulier en premier? Celui de traiter de l'art à travers la corrida ou bien celui de la diffusion de la pop culture à travers le pop art? Merci Quentin. Alors effectivement, l'objectif à travers ce reportage, c'était surtout de montrer le rôle de l'art dans la diffusion des cultures hybrides, mais aussi son côté intemporel. Et pour cela, donc, on s'est rendu pour la première partie de notre reportage à Séville, aux arènes de Séville, sur la Plaza de Toros de la Maestranza, pour parler donc de l'art baroque du XVIIIe siècle. Mais aussi, on a souhaité une cassure dans la deuxième partie du reportage, en parlant du pop art, un art beaucoup plus contemporain, issu du métissage des cultures britanniques et américaines des années 50 et 60, pour montrer la dimension intemporelle de l'art dans la diffusion des cultures hybrides, et parfois même des cultures hybrides qui deviennent des phénomènes des sociétés, et de la culture de masse de maintenant, comme l'est le pop art. Et Jean-Christian, vous avez conclu votre reportage sur une potentielle perte d'authenticité des cultures. Ça signifie quoi pour vous ? Oui, alors on a voulu conclure ce reportage sur une question ouverte, après chacun se fera son opinion, mais concernant les cultures hybrides, il est vrai qu'il y a une vraie revendication de certains peuples, et on se dit que l'art, malgré le fait qu'il diffuse cet art et qu'il le rende accessible à tout le monde, peut-être qu'il y a une perte d'authenticité, une perte de revendication, et donc après la réponse n'est ni oui ni non, ce n'est ni noir ni blanc, ce n'est pas manichéen, c'est à chacun de se faire son avis et de creuser la question. Ok. Merci Clément. Place maintenant à notre ultime reportage qui nous est proposé par Rislan et Antonin, qui de leur côté ont semble-t-il décidé de nous parler d'une autre culture. À Séville, les jardins s'enracinent dans le paysage, certains sont même inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Leur mise en forme et leur esthétisme font partie intégrante d'une culture sévillane qui se perpétue depuis des générations. Juste à côté du pont San Telmo, nous retrouvons le jardin de Cristiana, représentatif des jardins andalous. Un jardin, surtout un jardin andalou, c'est la fleur. Il y a des plantes comme les géraniums, les œillets. Les Andalous aiment beaucoup les fleurs. Les jardins avaient une forme différente avant, puis ils ont été complètement remodelés. Inspiré de l'art mudéjar et de la Renaissance, le jardin est construit de manière à éveiller les 5 sens. Son harmonie est une évocation du paradis sur terre. C'est devenu un jardin de poètes. Si tu regardes, il y a des pierres où il y a des vers de Garcia Lorca. Chaque promenade a le nom d'un poète. Et puis quelque chose de musulman a été enlevé, mais quelque chose de chrétien a été mis.
C'est donc pour ça que les deux choses sont mélangées. Parce qu'il y a aussi de très belles choses ici qui font partie du patrimoine national et qui ne peuvent pas être enlevées non plus. Au jardin, on y vient pour chanter, se balader, étudier, se ressourcer ou tout simplement discuter en profitant du soleil. J'aime vraiment traîner ici, prendre le soleil, me détendre parfois, étudier, rencontrer mes amis et c'est tout. En France aussi, nous avons des jardins aux cultures croisées. On en trouve en pleine région parisienne comme à Porte de Clignancourt où se cache un poumon vert au cœur d'un environnement urbanisé. Les quais de l'ancienne ligne de la Petite Ceinture sont partagés entre un collectif de riverains adhérents au Jardin du Ruisseau et l'association Les Amis Recycleurs. Ils ont décidé de venir là, j'imagine déjà parce que le cadre est assez atypique, que ça permet de réhabiliter quand même des vieux bâtiments parisiens, de créer des lieux vivants dans lesquels les gens ont envie de venir s'installer, rester et apprendre des choses. Et ici, en l'occurrence, c'est axé sur l'éco-responsabilité et l'écologie. De part et d'autre du quai, il y a des espaces pour chacun, dont un potager, un poulailler et des parcelles de terre. En misant sur la pédagogie et la sensibilisation, l'espace hybride propose des ateliers dans l'objectif d'être accessible à tous les publics. On essaye vraiment à chaque fois d'apporter un savoir-faire aux gens qui viennent. C'est pas juste on profite du lieu. En reliant un peu les gens du quartier, les citadins à plus de nature, on espère que ça leur donne envie aussi de créer leur propre potager. De Séville à Paris, des jardins atypiques illustrent la tendance à l'hybridation culturelle. Leur mise en forme et leur utilité ont évolué en faisant éclore de nouveaux espaces singuliers. Merci Rislan de nous avoir rejoints. Première remarque, c'est agréablement surprenant d'avoir souhaité traiter de la culture sous cette forme. Comment ça vous est venu avec Antonin ? Avec Antonin, on souhaitait aborder le thème de la culture au sens large. Une culture, c'est avant tout une identité singulière, propre, et on souhaitait explorer, comme à Séville, l'unicité des jardins qui font naître une culture transversale, en l'occurrence la culture andalouse. De même, à Paris, il y a énormément de jardins, dont les jardins du Ruisseau, qui sont assez insolites parce qu'ils investissent l'ancienne ligne de la Petite Ceinture qui entourait Paris. Et maintenant, ça a permis de réhabiliter ce lieu qui était voué à l'abandon en un lieu qui met l'écologie au centre de sa logique et permet aux habitants de venir cultiver, de venir dans le potager ou voire même se balader à côté des poules. Voilà. Merci à toi Rislan, voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette édition du MAC de Prisme avec Alicia. Un grand merci à tous nos intervenants et intervenantes d'avoir joué le jeu. Merci également à Jean-Christian à la réalisation aujourd'hui, à Sylvain au son, à l'équipe image avec Jeanne, Joseph et Antonin. Sans oublier évidemment le rédac-chef Pascal Stoller. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute notre actualité, nos reportages et nos articles sur prisme-media.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur Prisme. Bonne journée à vous. Salut!